Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer un programme exceptionnel, une émission spéciale où nous avons la chance, ici dans nos studios Valtais, d'accueillir les membres distingués d'une émission radiophonique à couper le souffle, j'ai nommé Écran Total. Une émission spéciale à la rencontre des jeunes Valtais, une enquête exclusive sur leur relation aux écrans. Écran Total, Rallye Citoyen 2018. Pôle Jeunesse. Bonjour à toutes et à tous. On est réunis aujourd'hui donc en ce jeudi 15 novembre 2018 pour le Rallye Citoyen à la rencontre des jeunes Valtais de la classe de la 6e combien déjà 6e C du collège Saint-Joseph, c'est bien ça. Et donc aujourd'hui, comme nous le disait notre générique, on va parler avec vous des écrans. Et alors on va commencer par faire un petit tour de table histoire de savoir justement qui on a autour de ces tables devant nos micros. Donc moi je me suis présenté, je m'appelle Pierre, je serai le présentateur de cette émission et je vais vous laisser à tour de rôle vous présenter très rapidement, nous dire votre prénom. Moi je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. Très bien. Bonjour, je m'appelle Paul. Très bien, alors mets juste bien le micro plus face à toi, voilà. Bonjour, je m'appelle Paul. Parfait, très bien. Bonjour, je m'appelle Alexis. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 11 ans. Ok, alors faudrait juste relever un tout petit peu le micro histoire que ce soit bien en face, voilà. Bonjour, je m'appelle Julia. C'est parfait. Bonjour, je m'appelle Elma. Ok, ça nous a permis en plus de tester un petit peu les micros. Et donc comme je vous disais, on va commencer par un petit quiz. Donc, vous voyez tous bien l'écran ? Ok. Du coup, c'est un quiz, j'en profite pour dire que nos sources avec lesquelles on a préparé cette petite sensibilisation, elles viennent pas mal de ce site-là, qui s'appelle sur le bon usage des écrans, et qui vient de l'IEMP, qui est un organisme en fait justement de prévention et de santé. Voilà. Et donc eux, ils ont fait un site spécialement sur la question des écrans, et donc ils ont réalisé ce petit quiz qu'on va faire ensemble. Donc moi, je vais vous lire les questions, on va répondre, donc là, ça va être une réponse collective, hein. On va décider un peu plutôt si c'est vrai, si c'est faux, etc. On va cliquer, ça va nous donner les réponses, d'accord ? Donc, par exemple, regarder son smartphone d'un œil dans le noir peut rendre temporairement aveugle. D'après vous, c'est plutôt vrai ou c'est plutôt faux ? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord ? On met vrai ? Oui. Ouais, ok, on va regarder. En effet, c'est vrai. Des cas de cécité temporaire ont été constatés chez 2 Britanniques après qu'elles ont regardé leur téléphone portable avec un seul œil dans le noir. L'œil avec lequel elles avaient fixé leur téléphone est alors devenu aveugle pendant quelques minutes. Les équipes médicales ayant pris en charge ces 2 jeunes femmes ont dès lors édicté une nouvelle recommandation concernant l'usage des portables. La nuit ou dans une pièce sombre, il est préférable de fixer l'écran de son téléphone avec les 2 yeux ouverts. Si ce phénomène devait à l'avenir être de plus en plus fréquent en raison de l'habitude répandue consistant à s'endormir avec son téléphone portable, il est inoffensif et surtout facile à prévenir. Ok ? Donc, nous sommes tous égaux face au risque de développer un usage problématique des écrans. Qu'est-ce que vous en dites ? Vrai ou faux ? Non ? Ok. On va revenir sur ce qu'est un usage problématique des écrans, et notamment sur ce qu'est un usage excessif. On va dire le fait de justement mal utiliser ou trop utiliser les écrans peut avoir des aspects négatifs, aussi bien au niveau santé ou dans votre vie de tous les jours. Et du coup, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on est tous égaux face à ça ? Est-ce que, de base, il y a des gens qui sont plus disposés que d'autres à être, on va dire, un petit peu plus rivés sur leur portable et à avoir des conséquences négatives ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Faux, moi je dirais. Faux ? On met faux ? Ok, on va regarder. Eh bien, c'est correct. En effet, certains facteurs prédisposeraient les utilisateurs d'écran à avoir une pratique excessive, voire problématique. Oui, tu voulais dire ? Non, ça y est pour l'autre. D'accord, ok. Et donc le mal-être, l'ennui, le manque de confiance en soi, les insomnies, l'absence de perspective dans la vie, la solitude, tout ça, ça peut aider, ça peut favoriser le fait de, du coup, se servir des écrans comme une béquille et du coup de développer en fait des mauvais usages ou un usage excessif. Ok ? On y reviendra de toute façon. L'usage excessif justement du smartphone peut nuire à la fertilité. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est la fertilité ? Non. Non ? Le fait de pouvoir, par exemple, tomber enceinte, donc avoir des enfants, c'est être fertile. D'accord ?
Et donc nuire à la fertilité. Alors il n'y a pas que tomber enceinte d'ailleurs, puisque côté masculin, c'est pouvoir se reproduire. Clairement, c'est la fertilité. Et est-ce que d'après vous, l'usage excessif du smartphone peut nuire à la fertilité? T'avais une réponse du coup? Oui. Oui, très bien. Regardons ça. En effet, il existerait un lien entre une hausse de l'infertilité masculine et l'usage excessif du téléphone portable. En cause, le fait de garder son téléphone toujours sur soi, dans sa poche, contribuerait à la diffusion d'ondes nocives à proximité des testicules. Ok ? La pratique des écrans prolongés peut avoir de lourdes conséquences sur le squelette et les muscles. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Faux. Faux? Tout le monde est d'accord? Non, toi t'aurais dit... Moi, j'aurais dit vrai, Ouais. parce que puisqu'on bouge pas, bah, nos muscles ils restent statiques. Ouais. Moi, j'aurais dit vrai parce que les ondes, parfois, ça a des relations avec le corps humain. Uh-huh. Alors là, il y a deux vrais, il y a un faux. Dans le public, c'est plutôt quoi? Ouais. Alors, même sans micro, hein, enfin, on prend le micro, si tu veux intervenir. Voilà. Alors, est-ce qu'il est allumé? Ouais, il est allumé, c'est bon. Tu dirais vrai, ok. Donc là, on a 3 vrais, un seul faux. On regarde vrai, il y en a d'autres qui veulent intervenir. N'hésitez pas à dire pourquoi, hein, justement. Allez, on regarde vrai? Correct. Absorbés par leurs activités sur écran, certaines personnes finissent par en oublier leur corps et à rester de longues heures dans de mauvaises postures. Ces dernières peuvent notamment entraîner des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des pathologies qui affectent les muscles, les nerfs et les tendons des membres et de la colonne vertébrale. Tendinite, syndrome du canal carpien, etc. Ok ? On va y revenir, mais justement, un des principaux effets, c'est quand on est absorbé par les écrans, on oublie de bouger. Et comme tu le disais, ça a forcément une incidence aussi sur notre corps. Regarder régulièrement son téléphone portable n'a aucun impact sur le stress. Alors, moi, petite question avant que vous répondiez. Est-ce que... Qui parmi vous a déjà un téléphone portable? On en a 1, 2, 3, 4. 4, ok, très bien. Vous l'avez depuis combien de temps? C'est pas indiscret? Répondez-moi comme ça à la volée, c'est pas grave. Depuis moins d'un an? Un an? Vous l'avez eu à votre entrée en 6e? Ouais, ok, d'accord. Très bien. Donc maintenant, ouais, par rapport au téléphone portable, justement, si vous en savez, est-ce que ça peut avoir un impact sur le stress? Oui. Oui, parce qu'en fait, on pense pas au reste hein, et on est tout le temps sur notre écran. Du coup, bon. Mais du coup, l'impact, il serait, d'après toi, positif? C'est-à-dire, ça nous permet d'oublier, en fait, les tracas du quotidien? Bah, oui et non. Ok. Les autres, du coup, les filles, par exemple? Bah, ça nous fait oublier, mais ça nous met un autre stress. Ouais. Ok. Ouais, je t'écoute. Bah, ça peut nous faire oublier, mais ça peut nous faire stresser, justement, si on passe beaucoup de temps. Après, si on le perd, bah, on peut stresser, faire un coup de stress. D'accord, ok. On va regarder. Donc, plutôt vrai, hein. Ça a un impact sur le stress. On est d'accord? Oui. Faux. L'Association des psychologues américains, APA, a récemment mis en évidence une différence significative entre le stress perçu par les consulteurs compulsifs et celui ressenti par les utilisateurs normaux. Sur une échelle de 1 à 10, ces derniers évaluent le niveau de stress à 4,4. Bon, c'est très technique tout ça. Parmi les utilisateurs compulsifs, les plus à risque de stress seraient les personnes qui vérifient leur boîte mail professionnelle en vacances. Pour ce groupe, le niveau de stress est estimé à 6,6. C'est-à-dire en fait le fait de consulter son portable n'aurait pas une incidence énorme sur le stress. Après, globalement, là où, d'après moi, vous aviez quand même raison, c'est que ce soit se réfugier systématiquement dans son portable pour oublier la vie quotidienne ou le stress lié au fait de le perdre, de le casser, de ce qu'il vaut, etc., ça peut forcément avoir une incidence sur le stress. Mais on va dire, les écrans sont pas responsables du stress, ok ? Une forte consommation de télévision augmenterait le risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous savez tous ce qu'est la maladie d'Alzheimer ? Non. Ouais. C'est une maladie qui s'attaque à quoi? Ouais, La mémoire? la mémoire, ok, très bien. Et donc d'après vous, est-ce que ça augmenterait le risque? Oui. Pas vrai, parce qu'en regardant la télé, on réfléchit plus.
Ouais, d'accord, donc on ne fait plus travailler sa mémoire par exemple? Oui. Ok, oui, Je dirais vrai. ouais, on a de vrais là? Ok, bah regardons ça. En effet, une étude récente de l'Institut pour la recherche de la Californie a mis en évidence un lien entre la sédentarité, la performance cognitive et le risque de démence. Donc pour les besoins de cette étude, un groupe d'adultes a été suivi pendant 25 ans. Les résultats sont sans appel. Les personnes ayant le mode de vie le plus sédentaire étaient aussi celles qui enregistraient les résultats les plus faibles aux exercices cognitifs. Cette étude va même plus loin en montrant que les personnes qui regardaient la télévision durant au moins 4 heures chaque jour avaient également de faibles résultats à ces tests une fois arrivés à l'âge mûr. Donc globalement, en effet, faire travailler son cerveau et ne pas passer trop de temps devant les écrans, ça peut favoriser le fait de faire travailler sa mémoire et donc réduire le risque d'avoir une maladie comme Alzheimer. Est-ce que la lumière bleue peut entraîner la DMLA? On va peut-être zapper cette question parce qu'en fait la DMLA c'est une maladie qui est très technique. Enfin, je sais pas si ça va vous parler. Globalement, comme ça, même sans savoir ce que c'est, vous diriez vrai ou faux, que vous sachiez quand même un petit peu ce que c'est. Vrai? Ok, on regarde. Faux, ce lien n'est aujourd'hui pas clairement établi, donc la DMLA en fait c'est clairement, ça peut avoir une incidence mais sur les animaux, pas sur les êtres humains, et donc la DMLA, est-ce qu'il y a la définition de cette maladie? Non, donc tant pis. Mais n'hésitez pas à vous renseigner si jamais ça vous intéresse. La lumière bleue émise par les écrans nuit au sommeil. Ah ah. Oui, alors là on a l'embarras du choix. Tu dirais... Alors désolé, j'ai pas retenu tous vos prénoms. Moi je dirais que c'est vrai, parce que si on fait trop d'écran, notre cerveau il a absorbé à moitié et du coup on n'est pas prêt à dormir. Et la lumière bleue, est-ce que c'est tout le monde sait de quoi on parle justement? Vous voyez par rapport au smartphone le rétroéclairage, cette lumière qui est différente aussi? Ok, donc là on a un vrai. On va faire. Vous avez tous envie de participer autour de la table. On va faire un petit tour de table. Donc vrai, vas-y. Moi j'aurais dit vrai parce que la lumière bleue, ça a un impact sur les yeux Ouais. et ça peut fatiguer l'œil en fait. Ok, très bien. Moi aussi, j'aurais dit vrai. Vrai. Ok. Pour les mêmes raisons? Moi, j'aurais dit vrai parce que les écrans, ça peut exciter avant de dormir. Ouais. Ok. Moi, je dirais vrai parce que tout le monde dit qu'il faut éteindre les ordinateurs et tout ça 1 heure avant de dormir. Ouais. D'accord. Oui. Moi, je dis vrai parce que du coup, oui, ça excite, puis ça a un impact sur un peu le cerveau et les yeux. Du coup, t'as plus envie de dormir. Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais baisser un tout petit peu ton micro, histoire que ce soit plus bien en face de ta bouche quand tu parles? Merci. Donc là, est-ce que le public est d'accord? On est sur du vrai, 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 vrai. Ouais. Ok. Pour les mêmes raisons. Il y a... Du coup c'est faux. Ok, donc on regarde, et en effet, c'est vrai, la lumière émise par les écrans comme celle des smartphones a un impact négatif sur l'hormone du sommeil, la mélatonine. Cette hormone est produite naturellement lorsque nos yeux ne sont pas exposés à la lumière artificielle. A contrario, une exposition à la lumière bleue des écrans envoie de mauvais signaux au cerveau qui a l'impression d'assister au lever du jour. D'où les problèmes d'endormissement et de sommeil lorsqu'on regarde des écrans juste avant de s'endormir. Il y a un autre truc dont il n'est pas question là, mais on va y revenir. En effet, ça fatigue les yeux de passer trop de temps, et surtout trop proche, devant un écran de smartphone. Globalement, c'est un petit écran, donc plus vous allez rapetissir l'écran, plus vous allez être obligé aussi de le mettre à courte distance, et du coup, vos yeux vont se concentrer très fort sur quelque chose d'assez petit, et pendant très longtemps, ce qui va automatiquement les fatiguer. Mais si vous lisez un livre à ça pendant 3 heures, vos yeux vont être fatigués aussi. Mais vous rajoutez à ça la lumière bleue et l'impact qu'elle a sur la rétine, globalement, c'est très mauvais pour l'endormissement. C'est pas bon de base pour les yeux, de toute façon. Le travail de pédagogie sur le bon usage des écrans incombe uniquement aux parents. Est-ce que c'est à vos parents de vous expliquer ce qu'il faut faire, enfin uniquement à vos parents, de vous expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, si vous avez le droit d'avoir un écran, quand, combien de temps, etc. D'après vous. Oui les gars, n'importe... vas-y. Très poli autour de cette table. Moi, je dirais non parce que c'est à nous aussi de savoir quand il faut arrêter. Ouais. Moi, j'aurais dit vrai. Parce que des fois, on n'écoute plus et après, ça fait un... Enfin, on continue, après, on s'arrête jamais. D'accord. Donc, pour toi, c'est à tes parents de te le dire, justement. Oui. Ok. Oui. Je
parce qu'il faut aussi qu'on apprenne à nous-mêmes nous faire stop et qu'il n'y ait pas que les parents qui doivent nous dire. Ouais. Ok. Oui, je t'écoute. Tu peux baisser la main, je t'interroge juste après. Bah, je dirais faux parce que c'est à nous de nous stopper, mais en même temps, si on n'y arrive pas, c'est un peu les parents, leur travail pour nous aider. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi vrai et faux parce que les parents, ils font que nous le rappeler parce que au fond de nous, quand on regarde des vidéos ou quand on va sur Internet très longtemps, nous-mêmes, inconsciemment, on sait que c'est pas bien. Il faut avoir un peu de bon sens. D'accord. Très bien. Et dans toutes vos réponses, du coup, c'est soit à vous de faire ce travail, soit à vos parents de le faire, ou dans ce que tu viens de dire, c'est à vous comme à vos parents. Mais pour vous, c'est les seules personnes qui sont habilitées à... Ok. On va regarder ça. Donc, vous dites plutôt vrai, plutôt faux. Plutôt... Vrai. On regarde vrai ? Ok. Donc faux, bien sûr, les parents ont la responsabilité d'enseigner à leurs enfants les règles du bon usage des écrans et les accompagner dans leur pratique pour éviter que celles-ci ne puissent à terme devenir pathologiques. Mais tous les parents n'ayant pas la capacité à jouer ce rôle pour différentes raisons, il incombe également à l'école d'assurer ce travail de pédagogie dès la maternelle. Donc là, on va y revenir, mais il y a la règle de 3, 6, 9, 12 qu'on retrouve, d'ailleurs il n'y a pas que l'école, hein, mais globalement dans tous les endroits que vous fréquentez où il y a des pédagogues avec vous, globalement c'est aussi... je me place là-dedans puisque nous ici on travaille avec des jeunes publics, c'est aussi notre rôle de les accompagner là-dedans. Ça vous déresponsabilise pas de vous-même vous autoréguler et de, comme vous le disiez, de faire ce travail de j'ai assez joué, j'ai assez passé de temps, etc. Mais globalement c'est une pédagogie qui est à faire plus globalement que par vos parents, ok ? Les SMS perturbent le sommeil des jeunes. Oui. Bah vrai parce qu'on a envie de continuer la conversation et du coup on s'arrête pas. Ouais, ok. Oui. Vrai, parce qu'en fait, les SMS, imaginons qu'on peut recevoir un SMS gentil ou méchant, et après on essaye de dormir, et ça nous perturbe, on se demande pourquoi, etc. Ok. Oui. Moi aussi, j'aurais dit vrai. Ok, vrai. Je dirais vrai parce que ça peut nous... c'est intéressant. Ouais. C'est vrai. Ok. Est-ce que c'est d'autres arguments ? C'est-à-dire, quand vous êtes d'accord, vous pouvez aussi faire ça dans le public. C'est-à-dire, quand vous êtes d'accord avec quelque chose qui vient d'être dit, c'est-à-dire, vous êtes d'accord non seulement avec vrai ou faux, mais en plus avec l'argument qui vient d'être apporté, vous pouvez lever la main, faire ça. Ok ? Comme ça évite on répète tous les mêmes arguments. Par contre, on peut apporter de nouveaux arguments. Ok ? Ça vous va ? Ouais, je t'écoute. Aussi vrai et le soir quand on reçoit un SMS on peut en envoyer un et après l'autre il répond pas et du coup on peut attendre très longtemps pour qu'il réponde. Ah oui, d'accord, ok. Tu voulais rajouter quelque chose, ouais ? Moi je dirais aussi vrai et parce que si on reçoit un SMS dans la nuit, par exemple vers minuit, ça peut nous réveiller et après on va pas s'arrêter et du coup on va très mal dormir. Ok, donc là, on est tous sur le vrai. Les SMS perturbent le sommeil des jeunes. Vrai, de nombreuses études ont mis en avant l'impact négatif de ces messages tardifs sur le sommeil. L'attente d'une réponse retarde l'heure du coucher, la lumière bleue bloque l'hormone du sommeil, les bips de notification tardifs ou durant la nuit perturbent le sommeil, etc. Donc, vous aviez raison. Une télévision allumée ne perturbe pas les jeux d'un enfant à partir du moment où il ne la regarde pas. Vrai ou faux ? Je vous laisse réfléchir et pendant ce temps-là, je me mouche. Je suis désolé, je suis un peu malade. Je vous écoute. Alors, plutôt vrai, plutôt faux ? Ouais. Moi je dirais faux parce qu'en fait il entend le bruit du coup en fait il est absorbé. Ok. Les autres ? D'autres arguments ? Ouais, je t'écoute. Je dirais faux moi aussi parce que souvent un enfant c'est attiré par tout ce qu'il entend. Du coup il serait absorbé par le bruit. Ok. Moi je dirais la même chose parce qu'en fait il
Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus petit. Ma soeur regardait quelque chose à la télévision. Je devais dessiner. Et puis, j'ai arrêté de dessiner pour regarder la télévision après. Ouais, ok. Ouais, pareil. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Bah moi une fois en fait je faisais mes devoirs et ma soeur elle regardait la télé et en fait je me faisais absorber par la télé, je me concentrais plus. Bah oui, oui. Ok, donc vrai, hein, globalement. On est d'accord? Faux. Le bruit de fond de la télévision allumée Alors... Ah oui. Parce que la question était ne perturbe pas, donc je devais répondre faux, en fait. Si je devais être en accord avec ce que vous... Donc, en fait, vous aviez raison. Ok. En effet, ça perturbe les jeunes enfants dans leur apprentissage. Ils ont tendance à moins jouer de façon spontanée en présence d'une télévision allumée. Or, ils passent plus de temps à jouer à des jeux spontanés. Plus ils passent de temps à jouer à des jeux spontanés, plus ils acquièrent la capacité de concentration. Donc, globalement, vous aviez raison. On a tous vécu ça. Un écran, ça attire forcément l'œil parce que c'est interactif, il se passe des choses. Et en plus, c'est quand même une lumière qui attire forcément le regard. D'accord? Dernière question, le fait de consulter son téléphone frénétiquement en société porte aujourd'hui un nom qui vient d'entrer dans le dictionnaire. Vrai ou faux? Ok, je t'écoute. J'ai pas compris la question. Alors, il y a en fait le fait de consulter son téléphone frénétiquement, c'est-à-dire d'être complètement absorbé tout le temps par son téléphone en société, donc alors qu'il y a plein de gens autour, ça porte un nom maintenant qui vient d'entrer au dictionnaire. Oui, je t'écoute. Alors, si tu l'as, c'est encore mieux. Dans ce cas, c'est la méga classe. Le mot c'est geeké. Geeké, ok. Mais du coup, t'es d'accord avec l'affirmation? Il y a un mot qui est entré au dictionnaire. Oui. Ok, d'accord. Les filles? Oui. Moi je dis oui parce que... Enfin c'est vrai parce que le mot c'est geek tout court. Geek, ok. Ouais. Moi je suis d'accord, c'est geek, mais je suis pas sûre que ça soit dans le dictionnaire. Ok. C'est un mot un peu familier. Ok. Moi, je suis d'accord avec Julia. Ok. Dans le public, vous êtes d'accord aussi? Ouais, d'accord, pas d'accord, vous savez pas trop. Ok. Donc on met vrai. Globalement, il y a eu, à part justement une mention comme quoi peut-être que le terme est trop familier pour être entré au dictionnaire, il y a eu plusieurs vrais. On va regarder ça. Alors c'est correct, mais ce n'est pas geeké. Alors le terme, je ne sais pas s'il est rentré le terme geeké. Alors geeké, le verbe, c'est geeké. Geek, c'est ce qui concerne la personne qui justement est à fond dans quelque chose des nouvelles technologies. C'est le fait de geeker d'ailleurs. C'est pas forcément lié plus tant que ça au téléphone portable. On peut être un geek de n'importe quoi. Un geek, c'est quelqu'un qui se met à fond dans quelque chose et plutôt lié avec les nouvelles technologies. D'après ce que j'en sais en tout cas. Là, le terme en l'occurrence, il s'agit du phubbing, un néologisme, donc un nouveau mot, inventé en 2012 par des universitaires de Sydney qui a fait son entrée au dictionnaire anglo-australien. Voilà, ce terme qualifie la tendance de plus en plus répandue, consistant à ne pas quitter son téléphone portable des yeux lorsqu'on est en société. Par exemple, lors d'un dîner entre amis ou d'une réunion de travail. Ce mot vient de la contraction de deux mots anglais, phone et snubbing, snobber. Le phubber est ainsi celui qui a la fâcheuse habitude de privilégier son téléphone sur l'échange avec son entourage. Ok ? Est-ce que vous avez appris des choses déjà avec ce quiz? Oui. Ok. Et ça nous a permis un petit peu de savoir un petit peu où vous en étiez, justement. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va passer, du coup, à notre petit... Donc on va essayer, nous, de continuer à vous apporter aussi un peu des éléments, et notamment à travers des avis d'experts de la question qui sont intéressés, aussi bien des médecins que des psychologues, etc. Donc on a décidé d'appeler, comme vous l'avez entendu dans le générique, notre émission Écran Total. Et donc on va continuer à aborder différentes choses. Donc les écrans, quand on parle d'écran, justement, on parle de quoi, d'après vous? Ils sont présents partout, mais c'est quoi au juste? Donc citez-moi tous les écrans auxquels vous pouvez penser. Je t'écoute. Ordinateur, portable, télévision. Ok. Alors on va en citer un par personne. Ok. Donc ordinateur, tu m'as dit. Les autres. Vas-y. Une tablette. Une tablette. Ouais. Téléphone. Téléphone. Console. Une console. Ok. Une télé. Une télé. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter des choses, y compris dans le public, hein, je rappelle, vous pouvez intervenir. Oui. Une Nintendo DS. Ok, donc une console. On est d'accord? Une console. Ouais. La Nintendo Switch. Ok, alors tout ce qui est Nintendo et autres, on va mettre ça dans les consoles de jeux vidéo. Ok. Mais en effet, il y avait des consoles qui avant devaient se jouer sur un écran qui était un écran de télévision. On est d'accord que maintenant, il y a des consoles qui ont eux-mêmes leur écran. Ce qui est... des choses à rajouter? Non?
Ok, bon, on va regarder ça. En effet, la télévision, l'écran historique des familles, le premier écran qu'on a vraiment eu, voilà, de l'ordinateur à Internet. Donc clairement, l'ordinateur est un écran qui reste très prisé aujourd'hui. Le téléphone mobile, la naissance d'un objet fétiche. Les tablettes tactiles, vous en avez parlé. Et on peut rajouter, alors entre les tablettes, les consoles et d'autres choses, il y a maintenant les objets connectés. Donc il peut y avoir les montres connectées et tout un tas de choses, parce qu'on est en train d'inventer énormément d'objets qui sont connectés avec des écrans. Et avec cette notion en plus d'écran interactif. Voilà. Ok. Les écrans, est-ce que... Alors on a vu au travers du quiz différentes choses par rapport à la santé, mais les écrans, est-ce que c'est forcément négatif? Comment vous le percevez, vous? Alors... je t'écoute. Moi, je pense que déjà, quand c'est arrivé, quand un des premiers objets avec un écran s'est arrivé, et on devait pas voir le risque parce que on pensait pas que tout le monde allait être dessus du jour au lendemain. On voyait pas trop les risques des réseaux sociaux ou de l'écran en lui-même. Mais c'est pratique parce qu'on peut aller sur Internet, on peut parler avec des gens. Ok, très bien. Alors, je t'écoute et après je te donne la parole, ok? Bah, c'est pas forcément négatif parce qu'on peut apprendre des choses, on peut aller sur des sites internet où tu peux apprendre des choses pas particulières, mais beaucoup de choses. Ok, et donc je t'écoute. Par exemple, à la télé, on peut voir les informations, du coup, on sait ce qui se passe dans le monde entier. Ok. C'est bien. Ouais, je t'écoute. Par exemple, on peut aller sur Google et on peut chercher tout ce qu'on veut, on trouvera ce qu'on veut. Donc globalement, vous êtes d'accord pour l'instant pour dire que non, c'est pas uniquement négatif. Attends, je vais donner la parole à quelqu'un dans le public. C'est-à-dire, ce que tu voulais dire, c'est ce que je viens de dire ou ce que les autres ont? D'accord, les trucs sur Internet. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Il y a un côté, c'est pas négatif parce que c'est pratique, mais si t'es tout le temps dessus, ça gâche les liens sociaux. Ouais, il y a des dérives, quoi. Ok. Donc on va regarder. Alors, vous allez écouter juste après ce monsieur qui est Serge Tisseron. Je sais pas si le nom vous dit quelque chose. En fait, c'est le monsieur qui a théorisé justement, vous avez peut-être vu ces affiches que vous allez voir juste après, qui s'appelle 36912. Et c'est quelqu'un qui s'est intéressé vraiment à la pédagogie de tous ces écrans, de ces nouvelles technologies, mais vraiment avec l'aspect écran. Et qui a essayé de théoriser et d'accompagner aussi bien les parents, les pédagogues qui travaillent avec les jeunes publics et les enfants, les jeunes, etc. sur le fait que les écrans, il faut pas les diaboliser, mais par contre, il faut les réglementer et notamment savoir que ils doivent accompagner et être utilisés d'une certaine manière en fonction de l'âge du public. Ok ? Et donc 3, 6, 9, 12, ça correspond plus ou moins au fait des différents âges liés du passage de la maternelle au primaire, puis du passage... voilà. Et donc tout ça fait que c'est des étapes de la vie, selon lui, où on est à même, parce qu'on a travaillé différentes choses en société, on est plus à même de faire telle ou telle chose, et donc d'avoir tel ou tel usage. Voilà. Donc 3, 6, 9, 12. Et donc lui, ce qu'il dit, je vais revenir juste avant, comme il dit, ce ne sont pas les écrans qui sont toxiques, mais leur mauvais usage. Et lui, il lutte justement contre le mauvais usage et l'usage excessif fait des écrans. Et donc, on va l'écouter. Lui, ce qu'il nous dit, justement, c'est que plutôt que de forcément partir du principe qu'il faut réglementer à tout prix et voire les supprimer, il faut juste apprendre à mieux s'en servir. Pourquoi j'ai imaginé cette règle 36912 ? Parce que, pour faire comprendre deux choses. D'abord, c'est qu'il faut que les écrans soient un débat public. Beaucoup de gens sont tout seuls devant leur poste, ou leur enfant est tout seul, et ils ne voient pas comment faire, mais ils n'ont même pas souvent le courage de faire quelque chose. Ça nous arrive à tous. On se dit, tiens, je vais regarder telle chose, ou je vais jouer un petit peu à un jeu vidéo. On allume la télé, on allume l'ordinateur. 2 heures après, on y est toujours. Donc, chacun devant son ordinateur, on est seul, et les gens en parlent peu, finalement, des médias, de la télévision, d'Internet. Et il faut créer un débat public.
Donc les affiches, elles sont faites pour être mises dans tous les lieux publics pour que les gens en parlent. Les affiches, elles ne sont pas faites pour que les gens viennent avec un petit carnet pour copier les conseils de M. Tisseron. Elles sont faites pour que les gens se mettent à plusieurs devant et discutent. M. Tisseron, il ne doit pas avoir d'enfant pour dire des choses pareilles, voilà. Ou alors, ben non, au contraire, il a raison, et les gens discutent. Il n'y a pas de meilleure personne pour informer les parents que des parents qui ont déjà réfléchi, qui ont déjà mis des mots sur la situation. Donc ça, c'est vraiment important de créer un débat public. Puis l'autre chose aussi, l'autre objet de cette campagne 36912, c'est de faire comprendre aux parents, aux éducateurs, que bien sûr, les écrans, c'est dangereux. Il faut apprendre à l'enfant à s'autoprotéger, à s'autoguider. On ne jette pas un enfant dans la mer sans qu'il ait appris à nager. On ne jette pas un enfant dans Internet sans lui avoir appris à l'utiliser. Mais en même temps, les écrans, c'est quand même une formidable technologie que les gens ont maintenant à leur disposition. Et grâce aux écrans, les enfants, demain, vont étonner les parents, renouveler le monde. Et ça, il faut les accompagner aussi sur ce chemin. Il faut leur faire confiance et leur montrer qu'on leur fait confiance. Bien sûr, on jette un œil à ce qu'ils font, mais on accepte qu'ils fassent des choses que nous ne savons pas faire, ce qu'on appelle l'éducation inverse, et puis on reste émerveillé de ce qu'ils font, et puis on essaye un petit peu d'apprendre de le meilleur, c'est la curiosité décomplexée, essayer, bricoler, faire des choses, créer avec les technologies numériques, et puis montrer ce qu'on fait, c'est formidable. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Oui? Ou c'est assez fort pour tout le monde? Ok. Je vais vous passer un deuxième petit extrait où il y a... alors vous avez entendu le fait de on jette pas un enfant à la mer sans lui avoir appris à nager. De la même manière, il faut apprendre à se servir d'Internet. Et du coup, il développe une autre image que je trouve assez intéressante dans le deuxième petit extrait que je vous passe. Les écrans ne sont pas présentés comme des dangers, ils sont présentés comme des opportunités, comme des outils. Mais évidemment, un outil peut être dangereux. Si on met un marteau dans la main d'un enfant de 2 ans, il peut se faire très très mal avec, donc on ne le fait pas. Mais on le met devant la télévision. Et erreur tragique, parce que toutes les études montrent que la télévision, ça n'a que des inconvénients pour les bébés. Mais inversement, quand un ado prend un marteau pour mettre un cadre dans sa chambre, on ne va pas lui crier dessus qu'il va se faire mal, parce qu'il a grandi. Mais quand un ado est sur Internet, on ne va pas lui crier dessus parce qu'il est sur Internet, parce que c'est bien plus intéressant de discuter avec lui de ce qu'il y fait, de pourquoi il y est, de combien de temps il y reste, s'il y retrouve des copains, voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, on accompagne les possibilités créatrices des jeunes, on les valorise et on évite un conflit de génération qui couve quand même autour des technologies numériques entre des jeunes qui sont censés les maîtriser, d'ailleurs c'est pas vrai, et des adultes qui sont censés ne pas les maîtriser. Ok. Du coup, je vais... Pour éviter l'arsène, j'avais coupé. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de ce qu'on vient d'entendre, mais en tout cas la question que moi j'ai envie de vous poser, c'est justement comment vous consommez les écrans. C'est-à-dire quand on pense écran, vous quand vous réfléchissez par rapport à vos propres usages, que ce soit justement avec un téléphone ou d'autres écrans, comment vous les utilisez aujourd'hui? Donc je t'écoute. Des fois je fais des jeux en ligne, je peux chercher des mots si je sais pas ce que ça veut dire. Ça dépend. Jeux en ligne sur l'ordinateur du coup? Oui. Ouais. Ou sur une console? Oui. Les deux? Oui. Ok. Je t'écoute. Moi, mes parents, ils m'autorisent pas trop beaucoup de temps. Du coup, voilà. Mais ça me manque pas. Parce qu'après, dehors, je retrouve mes amis et je fais d'autres jeux. Ok, très bien. C'est intéressant ça. Est-ce que l'usage que tu fais justement des jeux en ligne, de la recherche sur Internet, etc., est-ce qu'il est réglementé? C'est-à-dire, est-ce que tu as un certain nombre de temps? Oui. Ouais, ok. Et c'est combien par semaine à peu près? Ou par jour? 30 minutes par jour, mais souvent, j'ai pas le temps. Ouais, d'accord. Et toi? Grand max 1 heure par jour. 1 heure par jour, ok. Ouais, les gars, alors je crois que tu avais levé la main à la base, et après je vais vous interroger, les gars. Vas-y, je t'écoute, ouais. Aujourd'hui, les personnes, elles utilisent les portables ou les téléphones, tablettes pour se divertir, et c'est un peu un passe-temps. Et moi, personnellement... c'est vrai que j'utilise souvent des écrans, je vais pas le mentir, mais combien de temps par semaine, je saurais pas dire. C'est très variable.
Il y a des journées où tu vas y être, des journées où tu vas pas y être. Mais est-ce que avec tes parents, il y a quelque chose qui a été fixé, un maximum que tu peux pas dépasser, ou Non, en fait, justement, il n'y a pas eu besoin de ça? Parfois, maman, elle me demande qu'est-ce que je fais. Soit je suis en train de jouer, soit je suis sur un écran. Puis elle me dit, tu finis ta vidéo et tu vas faire autre chose, ou ça, elle me prévient, quoi. Ok. Les autres, du coup, les gars, alors je t'écoute et après je vous passe la parole. Bah, moi. Ouais, ça bouge un peu. Moi, la salle où je jouais, il est en réparation, du coup, là, je joue plus. Et du coup, je trouve que ça me fait du bien parce que c'est bien. C'est comme ça, mes devoirs, ils sont vraiment, vraiment bien faits. Parce que je recopie tout bien. Il y a ta prof ici, fais attention à ce que tu dis. Et aussi, sur la tablette, souvent, quand il y a des mots que je sais pas comment les écrire, je cherche comment ça s'écrit et après, je les écris comment ça s'écrit. Ok, c'est à ça que te sert... Ok. Ouais, je t'écoute. Moi, je passe de 2 heures par ce soir, le soir. Ouais. Et des fois, c'est moins parce que mes parents, après, ils me disent d'arrêter. Ouais, d'accord. Moi, je joue plus souvent à la console qu'aux autres écrans. Ouais, console. Et quoi comme console? La PS3. PS3, ok. Oui. Moi, c'est comme Alexis, je joue 2 heures par jour et le week-end, c'est plus. Mais sinon, je suis souvent sur le PC. PC. Tu joues sur PC, du coup? Oui. Ouais, ok. Oui. Et moi, en fait, je vois pas comment ils peuvent jouer 2 heures, parce qu'en fait, moi, j'ai même pas le temps de jouer 30 minutes. T'es quelqu'un de très occupé aussi. Alors, avant de vous redonner la parole, moi, ça me fait me poser une petite question. Et j'aimerais bien que tout le monde lève la main, du coup, pour me répondre. Qui a un ordinateur chez lui? Globalement, c'est tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Alors, on va le faire à l'inverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur chez lui? C'est ça que je vois. Non, tout le monde, ok. Qui a une console de jeux vidéo ou joue sur ordinateur? Pour savoir un peu qui sont les joueurs parmi nous. Ok. Et globalement, qui ne joue pas? Ok. Très bien. Alors, autre question. Enfin non, j'ai plein de questions à vous poser, mais je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais ça serait intéressant de savoir aussi combien il y a d'écrans chez vous, si vous pouvez les comptabiliser tous. C'est-à-dire, là on compte télé, ordinateur, télé s'il y en a plusieurs, on les compte toutes, ordinateur, tablette, téléphone, console avec des jeux, objets connectés, tout. Est-ce que... Ouais, vous avez fait un calcul. Alors, par là-bas, à voix haute, si vous pouvez nous donner les résultats. 6 6 Qui dit plus? Ok, il y a plus que 6. Ah, très bien. Plus de 7? Plus de 8? Plus de 9? Plus de 10? Mais vous avez vachement d'écran quand même. Plus de 11? Plus de 12? Alors donc vous avez tous un smartphone par personne, plus une télévision par personne, plus un ordi par personne, ou alors vous êtes une très grande famille, ou... Alors, du coup, là on en est réduit à 12. Est-ce qu'on peut lister? Il y a quoi comme écran? Donc, qui a dit 12? Là-bas. Ouais, dans l'ordre, vas-y, derrière, ton prénom, je sais pas. 14, ok. Donc, liste-les-nous si tu peux. 4 et 5 télé. Donc 5, 4, 9 et 3, t'as dit? Ok. On arrive bien à 14? Ok, très bien. C'est validé. Ok, très bien. Donc on va clore ce petit chapitre, mais du coup, voilà, par rapport aux utilisations, on a dit pour le jeu, pour la recherche, on n'a pas tant parlé du fait de pour traîner sur internet par exemple. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui font ça? Oui, tu voulais dire, excuse-moi. Moi quand j'utilise internet, mais c'est vraiment à plus de 95%, c'est vraiment que pour regarder des vidéos. D'accord. Toutes sortes de vidéos, mais... Ok, donc traîner justement un peu, enfin regarder tout et n'importe quoi, ce qui passe. Ouais.
Moi, sur Internet, souvent, j'appelle mes amis ou j'envoie des messages à mes amis. D'accord. T'appelles tes amis avec quoi, du coup, par exemple? Avec Skype. Avec Skype, ok. Oui. Moi, soit c'est pour faire des jeux en ligne, ou sinon c'est pour écouter de la musique parce que j'aime bien écouter la musique. Ok. La musique sur YouTube, du coup? Sur YouTube, oui. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y en a, justement, qui... Alors ça, c'est d'autres questions aussi, hein, mais sur l'écoute de la musique, est-ce qu'il y en a qui fréquentent des plateformes genre Deezer, Spotify, des choses comme ça? Oui. Vous avez des comptes à vous, ou vous utilisez ceux de vos parents, à votre âge? Moi, je suis de ma mère. Ouais, ok. D'accord. Donc tout cela, c'est ceux qui écoutent de la musique aussi? Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter d'autres usages? Ouais. Moi, je regarde des vidéos. Ouais. Mais pas sur YouTube, du coup? Si, sur YouTube. Ok, d'accord. Ouais, ici? Moi, je suis souvent sur le même jeu vidéo en ligne et sinon, je regarde des vidéos. Ok, très bien. Moi, j'ai TikTok et j'ai un compte à moi. Du coup, des fois, je regarde des vidéos et j'en fais. Ah, qu'est-ce que c'est? Je connais pas, du coup. En fait, c'est un jeu, t'as des chansons qui défilent, il faut faire semblant de parler, il faut faire des gestes. Il faut faire des trucs, des effets spéciaux. Ah, ok, très Et bien. des effets spéciaux. Alors, je vois le temps qui défile, je vais pas pouvoir vous interroger plus que ça sur ça, parce que l'idée c'est qu'on aborde dans les 10 minutes, un tout petit peu plus de 10 minutes qui nous restent. On a... Si on déborde, c'est pas très grave parce qu'après on est au cinéma. Donc c'est... Ok, ah bah très bien. Après, vous recevez peut-être un autre groupe. Oui, mais il y a un 15 minutes de battement, donc ça devrait le faire. Ok, très bien. Donc on peut se donner jusque 20 par exemple? 20 c'est bien? Ouais. On sera à 30 au cinéma. Ok, très bien. Donc là on va regarder quelque chose que... Alors là c'est des chiffres, hein, mais des chiffres qu'on a trouvés, qui moi personnellement m'ont bluffé. Je savais que c'était beaucoup, je pensais pas que c'était autant. Donc selon le nouveau rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, donc quand même ça situe un peu la chose, publié en décembre 2016, les adolescents passeraient près de 5 heures par jour à 11 ans et plus, à 11 ans, et plus de 8 heures par jour à 15 ans devant les écrans. Ah bah moi. Donc, Jamais. vous ne représentez pas du tout une tendance globale. Ah non. Ça, c'est mon père. Ouais. Moi, le week-end, je fais. Le samedi, je crois que je fais 6 heures d'affilée. 6 heures d'affilée. Ouh, petit marathon. Ouais, en tout cas, ce que ça a dit, c'est qu'aussi, là, vous venez contrebalancer des gens qui ont un usage qui est clairement excessif. C'est-à-dire, justement, et on va y revenir, mais l'usage excessif, on le situe à quel palier? Ça va dépendre de chacun. Il y a certains qui consomment même pas une demi-heure par jour, vont se dire que 2 heures c'est beaucoup. Il y a des gens qui vont se dire 2 heures c'est rien, quand justement, il y en a qui passent des nuits entières, quasi tous les soirs de la semaine, à jouer et à s'arrêter à 1h du matin au moins. Oui, les filles? Ouais. Mon papa, il me dit qu'une heure c'est beaucoup trop alors que lui il passe 8 heures d'affilée. Mais ça dépend si c'est jouer plus la télé ou que jouer ou que la télé. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement ça dépend de l'usage, mais en même temps tout ça c'est du temps passé devant un écran. Là quand tu parles de ton papa, moi j'en suis un bon exemple, je travaille devant un écran tous les jours, il est devant moi là. D'ailleurs c'est marrant, vous êtes tous devant un écran aussi, hein, ça me fait poser des questions. Non mais c'est pas une lumière bleue mais c'est un écran et moi aussi je passe énormément de temps entre mon téléphone, entre mon ordinateur, je passe énormément de temps devant un écran. Ouais, alors je vais pas pouvoir à chaque fois vous donner la parole, surtout histoire qu'on avance, mais très rapidement, vous vouliez ajouter quoi? Oui, mais vous, c'est votre métier. Oui. Donc c'est différent. Ouais, mais là, on a décidé aujourd'hui d'aborder la question des écrans avec on va dire avec les adolescents, préadolescents, c'est-à-dire à partir de 11 ans justement. Mais la question, elle est beaucoup plus large que ça. Sur le site dont je vous parlais, il s'intéresse beaucoup, notamment aux écrans chez les jeunes enfants. Parce que c'est une problématique qui est là une problématique aussi de santé. Dans l'éducation comme dans la construction physiologique d'un enfant, ça a un impact qui est assez important. Mais il constate de plus en plus un usage excessif chez les seniors, un usage excessif et dangereux au travail. Donc les seniors, je ne sais pas si vous savez de qui on parle, mais les personnes de plus de 55 ans. Voilà. Et du coup, on se serait pas imaginé que chez ces personnes-là, qui ont d'abord été larguées un peu devant l'arrivée des écrans, d'internet, etc. Mais maintenant, il y a des gens qui, en plus de les utiliser assez bien, les utilisent beaucoup et voire trop pour eux. Ok, donc il faut pas se dire que c'est juste une question de jeunesse. Hein. Là, on a décidé de l'aborder aujourd'hui avec vous, mais en effet, ça pose la question dans le travail, de la sédentarité, du fait de passer beaucoup de temps devant un écran, etc. Oui.
Moi, ma maman, elle me dit que je passe trop de temps dessus, mais en fait, au travail, elle travaille sur un ordinateur, sur 2 ordinateurs même. Du coup, elle est tout le temps dessus, et du coup, quand elle rentre à la maison, elle est encore absorbée, elle va sur son téléphone, et elle nous écoute pas. Ce que j'allais dire, c'est que du coup, elle était très bien placée de par son travail, savoir que c'était mauvais, mais si en effet elle le fait aussi sur son smartphone, dans ces cas-là, elle est autant victime que du coup responsable devant ça. Mais je suis pas en train de critiquer ta maman, hein, je fais la même chose. Oui. Mais... Oui. Moi, mon frère, les week-ends, parce que je le vois que le week-end, et bah, du matin au soir très tard, il est sur son ordinateur, sauf quand faut manger. Ouais, d'accord. Bah, Et il a quel âge ton frère du coup? Il a 18 ans. 18 ans, ok. Pour manger, oui. Alors, justement, on va un peu... Alors là, juste ce que ça rajoutait, alors je sais pas à quoi c'est dû, mais on constate aussi des usages différents non seulement en fonction des âges, mais aussi en fonction du sexe. C'est-à-dire, les filles et les garçons n'auraient pas les mêmes usages des écrans, et donc à grosse majorité, c'est très cliché, mais les chiffres le confirment, les garçons utiliseraient plus les écrans pour les jeux vidéo, là où les filles l'utiliseraient plus pour l'aspect réseaux sociaux, chatter, discuter avec ses amis, etc. Oui, tu voulais rajouter. Mais après, il y en a beaucoup, ça vous concerne pas, hein, mais il y en a beaucoup, des adultes qui disent ouais, mais vous passez trop de temps sur les écrans. Mais en même temps, si à partir du lycée, le mode de travail c'est une tablette, ouais. Ouais. Mais c'est très intéressant, ça, parce que justement, ça fait partie de l'éducation aux médias. C'est-à-dire, on part du principe que les écrans sont déjà là. Et du coup qu'il faut apprendre à les maîtriser. Parce que moi, ma sœur, les écrans, sa tablette, du lycée, elle s'en sert, parce qu'elle est à Gorge, elle s'en sert parfois pour des devoirs, mais surtout pour regarder des séries. Mais clairement, ça fait se poser beaucoup de questions parce que en même temps, comme on le disait, il faut pas nier le fait que la société a changé. Ce que Serge Tisseron justement disait, c'est que les écrans sont déjà là. Il faut pas essayer de les combattre pour les faire disparaître. Ils sont là et ça, la tendance ne fait que le confirmer. Et globalement, on va vers le fait ils font partie de notre société au même titre que le téléphone. C'est-à-dire, je parle pas d'un smartphone, mais un téléphone. Le fait de pouvoir communiquer avec une personne qui est pas juste en face de nous fait partie de notre société depuis des années et des années. Et il y a des choses sur lesquelles il faut pas forcément revenir, mais par contre s'adapter et essayer de réfléchir sur notre manière de les utiliser. Et du coup, ça pose quand même des questions de santé et des préoccupations de santé publique, la question de permettre et voire d'imposer justement à des jeunes de passer autant de temps devant des écrans. Mais c'est aussi, on le disait tout à l'heure, une mission qui est de leur apprendre à mieux s'en servir et de les responsabiliser aussi là-dedans. Ok ? Alors... Et justement, c'est quoi un usage excessif, selon vous ? Quels seraient les critères un peu d'un usage vraiment excessif ? Alors, on va essayer justement de parler de critères objectifs, puisqu'on a bien vu qu'il y a une question de subjectivité aussi. Pour certains, excessif, ça va être passer plus d'une demi-heure. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus. Donc, pour vous, c'est quoi les critères d'un usage excessif ? Alors, je vais commencer par là. Bah, moi, un usage excessif, c'est quand t'as fait. Quand par exemple tes parents ils t'ont donné une heure précise, par exemple tu commences à 16h30 et tu finis à 17h, excessif c'est quand tu finis à 18h voire 19h et que du coup tu t'obéis pas à tes parents et du coup c'est excessif. Là c'est excessif parce que t'es allé plus loin que ce qu'on te donnait. Mais je prends un autre exemple, tes parents t'ont dit t'as le droit à 6 heures d'internet d'affilée là. Et du coup tu fais 6h30. Ou non, tu t'arrêtes à 5h30. Du coup, justement, c'est pas excessif par rapport à la norme qui avait été fixée. Mais est-ce que cette norme, elle était déjà excessive ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, elle est excessive parce que déjà 6 heures, c'est beaucoup trop. Bah 6 heures, c'est beaucoup trop parce que tu vas pas faire 6 heures à la suite d'écran. Et pourquoi, début, du coup ? Parce qu'au début, tu joues et après tu commences à t'ennuyer parce que il y a tous tes amis, par exemple, ils ont qu'une heure. Du coup, tu joues avec une heure, mais après ils s'en vont et du coup, tu es tout seul. Mais le jeu en ligne, du coup, par exemple. Si tu joues en ligne, tu joues avec d'autres gens. Donc oui. T'es pas tout seul, en fait. Bah non, mais tu les connais pas. Tu peux pas...
parler, par exemple, au collège, on parle d'autre chose. Et par exemple, on peut pas dire, t'as fait tes devoirs, c'est quoi les réponses. Voilà. Mais vous avez déjà dû vivre ça, justement, tu disais on t'a donné tant de temps et au final t'es un peu absorbé et tu restes vachement plus de temps. Et si on fixe pas la limite justement, combien de temps? Est-ce que t'as déjà eu un moment où justement il y avait personne, t'avais pas de limite et du coup est-ce que tu t'es autorégulé, toi? Ou dans ces cas-là t'attends que ce soit tes parents qui viennent te dire non là c'est fini, t'en as déjà... Non, parce que le soir, parce que je dois mettre le couvert parce que mes parents ils rentrent tard. Du coup, je dois faire à manger et mettre le couvert. Et du coup, je m'arrête, j'essaye, avec la tablette, j'essaye de mettre un minuteur ou un chronomètre. Comme ça, j'arrête à une heure précise et j'ai le temps de mettre ma table. Ok. Très bien. Les autres, du coup, on passe, on va essayer d'être assez rapide. Il nous reste 10 minutes, ok? Oui. Ouais. Moi, c'était en fait, pour moi, un usage excessif. Après, ça dépend du moment de la journée, hein, mais ça serait plus d'une heure, c'est trop. Ouais. Enfin, Plus d'une heure, après, pardon. ça dépend ce que tu fais. Parce que si tu joues à un jeu vidéo et tout, c'est pas hyper intelligent. Enfin, si c'est trop, voilà. Mais après, si tu es sur des sites de recherche scientifique, c'est différent. Ouais. Mais ça dépend en fait de ce que tu fais. Donc toi, ça dépendrait de l'usage que tu en fais. Bah oui, mais... C'est-à-dire, il y a des bons et des mauvais usages. Bah oui. Ouais. Mais c'est-à-dire, dans ces cas-là, je prends l'exemple de la recherche scientifique. Tu passes 10 heures à faire de la recherche scientifique devant un écran parce que c'est un bon usage, ça n'en fait pas un usage excessif. Bah non. Ok. Mais là, aussi, du coup, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que justement, vous m'avez donné des raisons qui sont relativement subjectives. Vous parlez de une heure, c'est bien. Au-delà, c'est un peu trop. Le fait de, sinon, on va s'ennuyer. Ça dépend vachement de qui vous êtes et de comment vous voyez les choses. Mais par contre, des usages, des critères, on va dire, assez objectifs pour déterminer ce qui est excessif ou pas, ce serait quoi? Vous essayez de trouver le moment, vraiment l'élément qui fait que là, clairement, on peut pas parler d'un usage normal. Attends, je vais écouter du coup les autres. Ouais, je t'écoute. J'arrive vers vous, hein, du coup. Moi, ma mère, elle me dit, moi j'ai le droit de faire 2 heures, mais à un moment après, je suis obligée d'arrêter parce que je joue à des jeux violents. Des jeux violents, ouais. Tu joues à quoi comme jeu par exemple? Street Fighter. Street Fighter, ok, d'accord. On aurait pu en parler dans un autre aspect, mais juste par curiosité, est-ce que tout le monde sait ce que sont les PEGI? Non. Oui. Non. Ouais, non, vous connaissez pas? Non, c'est quoi? Alors pourtant, tous les jeux que vous avez dû voir ont des PEGI. C'est quoi? PEGI, c'est cette échelle que vous avez juste à droite là. Oui, voilà. ça. Ouais, Oui. Tu peux nous expliquer du coup? En fait, les PEGI, ça dépend à partir de quel âge tu as le droit de jouer à ce jeu. Ça dépend. C'est pour le niveau de violence du jeu. Alors pas que la violence, hein. Pas que la violence. Justement, tu vois, tous les critères sont marqués sur l'échelle et il n'y a pas que la violence qui rentre en ligne de compte. Parce que par exemple, il y a des jeux qui sont absolument pas violents, mais qui sont complètement inappropriés pour un public trop jeune. Voilà. Je pense notamment à quand il y a des contenus, on va dire, un peu trop sexualisés pour des enfants qui sont trop jeunes, tu vois. Quand il y a quelque chose qui est immoral, ça peut ne pas être violent, mais un jeu où on te ferait voler des choses, par exemple, ça peut toucher à la morale, l'éthique, et du coup donner l'impression que ce qu'on fait dans un jeu vidéo pourrait être fait dans la vraie vie, tu vois. C'est-à-dire, les PEGI sont là pour contrôler à partir de quel âge on peut jouer à quel type de jeu, d'accord? Et du coup, donc les jeux violents auxquels tu joues, est-ce que tu as déjà regardé, par exemple, Street Fighter, est-ce qu'il y a un PEGI? Tu sais? Oui, je crois que c'est moins de 12 ans. Et tu as 11 ans. 11 ans. Et je joue à GTA aussi, moins de 18 ans. Moins de 18 ans, d'accord. Et du coup, le PEGI, tu l'avais vu sur la pochette, par exemple, du jeu? Oui, mais mon père, il dit que c'est pas trop violent. D'accord. Ok. Vu qu'en fait, il a fait toute l'émission et tout, du coup, c'est pas violent. Ah oui, lui, il y avait joué, donc il savait que c'était pas violent, et du coup, il t'autorisait à y jouer. Il y en a d'autres qui, justement, sur la question des PEGI, jouent à des jeux en sachant très bien qu'ils n'ont pas l'âge normalement pour le faire. Tous ceux qui lèvent la main, c'est le cas? Ok, très bien. Et du coup, par rapport à ça, vos parents savent que vous jouez à ces jeux-là? Oui. Ils disent que c'est pas. Enfin, moi, elle dit que c'est pas bien, mais voilà quoi. Elle le sait que je joue à tel jeu. Ok, très bien.
Mais alors, on peut discuter des critères et à quelle mesure on les trouve légitimes. Hein. En effet, la question de j'y ai déjà joué et pour moi ça me paraît pas légitime. Après, ce qu'il faut savoir, sans dire que vos parents ont tort, que ce sont des mauvais parents ou quoi que ce soit, c'est que nous on peut avoir une impression. Déjà, on n'a pas forcément joué à tous les jeux, mais en plus, les créateurs du jeu ont été imposés de mettre ces critères-là par rapport à des instances qui sont, elles, objectives et qui s'intéressent vraiment au rythme et à la physiologie et à l'évolution des enfants. Et donc, de la même manière que tout à l'heure, on voyait 3, 6, 9, 12, c'est des gens qui se sont intéressés à partir de tel âge, ce jeu peut avoir une incidence positive ou négative chez un jeune. Okay, ils sont là pour ça, hein, en tout cas les PEGI. Autre petite question qui m'intéresse, qui m'interroge aussi. Qui d'entre vous a un réseau social à lui? C'est-à-dire par exemple un compte Facebook ou autre, Instagram ou autre. Ouais. Donc là, tout cela, il y a des réseaux. Alors Facebook, levez la main. Donc 3 seulement. Ok. Snapchat 5. Ok. Instagram 3 aussi. Et les autres qui avaient levé la main, est-ce qu'il y a d'autres réseaux? Oui. TikTok. TikTok. Donc ça c'est un réseau lié à un jeu, c'est ça? C'est comme Musical. Ok. Oui, là-bas. Skype? D'accord, ok. Alors Skype, c'est en effet pourtant vraiment un réseau social, c'est juste qu'on va le distinguer un petit peu dans le sens où vous rentrez en communication avec des personnes bien spécifiques, mais les autres personnes pendant ce temps-là n'ont aucun accès à ce que vous dites à ce moment-là. À la différence de Facebook, Snapchat, etc., où là vous affichez votre vie à, selon le paramétrage, les gens qui vous suivent, qui sont vos amis, ou voire plus, si votre compte est public. 3 minutes? Ok. Oui. Oui, n'importe. Vas-y. Bah moi, en semaine, excessif, c'est 2 heures. Ouais. Mais après, le week-end, moi, j'ai fait les 2 heures. Alors, c'est peut-être 4 heures pour le week-end. D'accord, ok. Oui. Il y a un autre réseau social aussi, c'est Discord. Oui, Discord. Là, c'est un réseau de gamers aussi, de joueurs, non, c'est ça? Oui, mais ça permet aussi de parler. Ouais. C'est un chat, quoi. Ok. Ok. Je vais juste revenir sur la question de Facebook et des autres réseaux sociaux. À partir du moment où votre réseau social, justement, permet à des gens, y compris quand vous n'êtes pas connecté, d'avoir accès à votre vie, on va s'intéresser à cela. Alors Snapchat, c'est pendant 24 heures, mais globalement, avec des captures écran, tout ce que vous pouvez mettre peut rester. Et c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour Facebook. Et c'est pour ça aussi que dans le bon usage, ça a été légiféré, et que du coup, par exemple, on ne peut pas créer un compte Facebook avant d'avoir 13 ans. Or, Facebook est plus trop à la mode pour les jeunes de votre âge, mais Instagram, Snapchat le sont. Or, c'est la même chose. Snapchat, Instagram, normalement, il y a un accès qui ne peut se faire qu'à partir d'un certain âge. Or, dans ces cas-là, dans la création du compte, il faut rentrer une date de naissance. Donc, soit on a menti sur son âge pour pouvoir créer le compte avant les 13 ans, soit on peut pas en avoir. Donc la question elle est simple, c'est la même que pour jouer à un jeu vidéo en sachant très bien que ce n'est pas le bon âge. Dans ce cas-là, on s'expose. On s'expose au fait d'en avoir une mauvaise utilisation et comme on a accès aussi à ce que les autres publient, être confronté à un contenu qui peut être inapproprié, voire choquant, voire traumatisant. Voilà. Alors on va devoir terminer, donc je vais pas vous réinterroger les filles là-dessus. Ouais, c'est pas, enfin vous pourrez en discuter. Tout ça est matière à débat. Hein. Tout à l'heure, Serge Tisseron que vous avez écouté, il parlait d'un débat public. N'hésitez pas à en discuter entre vous parce que c'est très intéressant. Vous avez des usages très différents. Ok. Moi, en tout cas, justement, sur la question d'usage excessif, c'est donc là, on parle de comportement qui devient exclusif. Enfin voilà, personne qui perd le contrôle, un sentiment de manque ou de malaise s'installe, pratique des écrans a des conséquences négatives sur le plan social, ça peut être sur le plan professionnel, psychologique, etc. Et globalement, on parle de souffrance. Donc la phrase, s'il est normal de se connecter, il est en revanche anormal d'en souffrir. Clairement, il faut se rendre compte que ça peut aller loin. Donc on aurait pu s'intéresser à d'autres choses, hein. Mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas une addiction au même titre que les autres addictions qui ont été réglementées, c'est-à-dire par exemple la toxicomanie, l'alcoolisme ou des choses comme ça, ou même la seule addiction un peu proche qui a été jugée comme une vraie addiction, c'est le jeu d'argent, où là les gens sont vraiment, ce n'est plus de leur ressort, clairement c'est des pulsions qui sont compliquées à réfréner. Et donc là, on parle d'une vraie addiction. L'addiction aux écrans, ce n'est pas une vraie addiction en tant que telle, parce qu'on montre en fait que ça n'entraîne pas en fait l'abstinence
silence n'entraîne ni changement physiologique ni vos véritables souffrances, c'est juste dur parce que c'est des habitudes à corriger. Et en plus, et c'est pour ça qu'on parle pas d'addiction, il n'y a pas de risque de rechute. C'est-à-dire une fois qu'on a vraiment repris le contrôle sur son usage des écrans, normalement on a capacité de le tenir. Il y a moins de tentation pour une vraie addiction. Mais par contre, c'est une préoccupation de santé publique, d'où l'importance d'apprendre aux jeunes à s'auto-réguler. Tout à l'heure vous en parliez, c'est hyper important d'avoir ça en tête et par exemple s'imposer, alors même qu'on est absorbé dans un jeu, s'imposer d'en sortir pour se reconnecter socialement. Parce que du coup, là, à partir de quel moment est-il important de se faire aider? Clairement, les signes d'alerte, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, décrochage scolaire, isolement, incapacité à se passer de son téléphone, forme de sclérose, etc. Là, dans ces cas-là, on parle véritablement d'une souffrance quasi pathologique, et dans ce cas-là, il faut se faire aider, se faire accompagner. Ça peut être vos parents, ça peut être des proches, ou ça peut être des professionnels. Ok? Là, c'est un médecin qui le dit. Sur les jeux vidéo, il y aurait eu plein de choses à dire. Il y a à la fois, c'est un bon exemple de conséquences positives parce que quand je vous disais il faut pas diaboliser les écrans, ils ont des aspects positifs. Ça, non seulement c'est un espace de création, mais ça a une incidence positive sur plein d'aspects de votre personnalité et de vos capacités. Par contre, il y a aussi des exemples assez négatifs d'usage excessif et l'altération notamment de ce qui est réel, plus faire la différence entre le fictif et le réel. Il n'y a plus de notion de temps, ça peut avoir un impact sur votre hygiène, sur votre capacité à vous nourrir, et puis globalement, socialement, les contenus inappropriés dont on parlait, la situation violente, l'aspect choquant, l'aspect pornographique, etc. Mais la désocialisation, le fait de peu à peu se couper un peu de son entourage et préférer être dans un autre monde que celui-là. Donc voilà pour les usages nocifs. Distinguer aussi, ça me paraît important, l'aspect virtuel de l'aspect numérique, parce que tout ce que vous faites dans une sphère que des fois on entend beaucoup de parents dire ça, que c'est un monde virtuel. Ce monde virtuel, il est très connecté avec le monde réel. Et du coup, c'est l'exemple des jeux vidéo, il apporte ça. Justement, tout ce qu'on fait dans un jeu vidéo a un impact à la fois positif et négatif dans la vie réelle. Donc il ne faut pas le garder seulement dans cette virtualité. Ok ? Et du coup, comme on le disait tout à l'heure, c'est de la responsabilité de tous les gens qui travaillent avec vous, pédagogues, de vous aider à mieux les utiliser. Ok ? Voilà. Bon, j'ai été un tout petit peu plus long, je suis désolé. Oui, tu voulais dire pour finir ? Moi, j'ai droit à TikTok, mais par exemple, je dois mettre mon compte en privé pour que personne ne voit mes vidéos. Ok. Et j'ai droit à Snapchat, mais en fait, c'est juste pour appeler mes parents quand je suis en vacances et qu'ils sont loin. D'accord, ok, très bien. Ouais, on va terminer. N'hésitez pas à continuer à en discuter avec vous. Et si vous voulez retrouver justement ce podcast, je le redonnerai, hein, mais il faut aller sur Mixcloud. Ça s'écrit MIXCLAUD, Mixcloud. Mixcloud Valette Radio Jeune. Et ce sera publié du coup en tant que podcast. Jeune. Avec un S. Merci, ouais. Au revoir. Merci à tous, bonne journée, bon rallye citoyen. Et à la prochaine. N'hésitez pas à repasser au pôle jeunesse. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer un programme exceptionnel, une émission spéciale où nous avons la chance, ici dans nos studios Valtais, d'accueillir les membres distingués d'une émission radiophonique à couper le souffle, j'ai nommé Écran Total. Une émission spéciale à la rencontre des jeunes Valtais. Une enquête exclusive sur leur relation aux écrans. Écran Total. Rallye citoyen 2018. Pôle jeunesse.